Bonjour chers amis, on va poursuivre sur le sujet de la peinture sur notre maquette. J'avais dit que je ne ferais pas de tuto sur les peintures. Effectivement, je ne vais pas aborder toutes les marques, mais là, je voulais faire un petit micro-tuto sur le vocabulaire de la peinture et pourquoi j'ai choisi pour notre maquette la Vallejo 100% acrylique, c'est-à-dire 100% à l'eau. Alors déjà, on a des peintures qu'on appelle cellulosiques ou lac. Dans le milieu de maquettisme, on dit souvent lac parce que tout simplement, on utilise les mots anglais qui veut dire lacquer. On peut trouver cellulosique ou lac dans les magasins de bricolage aussi. Alors comme j'ai dit que l'on va peindre cette maquette au pinceau, le problème de la peinture cellulosique ou lac est déjà réglé puisque elle ne se peint pas au pinceau mais uniquement à l'aéro. Mais quand bien même elle serait peinte au pinceau, si vous n'avez pas d'atelier et que vous êtes dans une chambre, il y a une odeur extrêmement forte qui risque de gêner tout l'entourage. De plus, c'est toxique. Il faut une protection, c'est-à-dire un masque, une cabine de peinture, une cabine d'aspiration, ou faire ça dans le garage, dans le balcon ou dans un jardin, ce qui n'est pas très pratique. Donc pour toutes ces raisons, pour notre première maquette, on va pas utiliser les peintures cellulosiques ou lac. Maintenant, il y a un deuxième type de peinture qu'on connaît plus souvent en magasin de bricolage sous le terme de glycéro, chez les artistes peinture à l'huile, et chez les maquettistes, c'est plutôt la peinture émail, mais qu'on retrouve souvent sous le nom énamel, puisque comme je vous l'ai dit, on utilise souvent des mots anglais dans le maquettisme. Alors, elle a un avantage, elle peut se peindre au pinceau ou à l'aéro. Alors vous allez me dire pourquoi je n'ai pas choisi cette peinture, parce que tout simplement, son odeur est extrêmement forte et peut gêner l'entourage. Et elle a une certaine toxicité, donc il faut des protections, masque, cabine de peinture, cabine d'aspiration, hotte, ou faire ça dans un jardin, un garage, un balcon. Donc ce n'est pas très pratique. Donc la peinture énamel effectivement peut s'utiliser au pinceau, mais elle a les mêmes défauts d'odeur et de toxicité que la peinture lac. Donc j'ai éliminé l'énamel. Maintenant dans les acryliques, c'est un mot qui est utilisé souvent dans les magasins de bricolage, mais chez les maquettistes, on peut trouver des acryliques à l'alcool ou des 100% acryliques. Alors les acryliques à l'alcool, comme les peintures Tamiya ou les peintures Mr. Hobby Gunz, elles ne se peignent pas au pinceau. Elles donnent des résultats très décevants au pinceau. Elles sont privilégiées pour l'aéro. Et comme elles sont privilégiées pour l'aéro, donc il y a des jets de peinture, donc il faut une protection. Donc c'est pour ça que j'ai éliminé les peintures acryliques à l'alcool. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste les peintures 100% acryliques. Elles peuvent se peindre au pinceau et à l'aéro. C'est ce qu'on veut. On veut les peindre au pinceau. Si on n'a pas d'atelier, il n'y a pas d'odeur, c'est parfait. On va pas gêner l'entourage. Et si on peint au pinceau, on n'a pas besoin de protection. Donc on a tous les avantages de la peinture 100% acrylique, c'est-à-dire 100% à l'eau, et c'est celle-ci qu'on va utiliser pour notre première maquette. Je vais donner tout de même quelques exemples pour la peinture cellulosique lac. Par exemple, on a la peinture Ataka, et vous voyez, si je rapproche, il y a marqué lacquer. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas utiliser ce type de peinture. Généralement, elles sont plutôt optimisées pour l'aérographe. Pour les peintures énamel, il y a la marque Umbrol. Comme je vous ai dit, elle se peint très bien au pinceau, mais on ne va pas l'utiliser aussi pour des raisons de toxicité et d'odeur qui peut gêner l'entourage. On a la peinture Tamiya acrylique à l'alcool. Voilà, c'est un pot sous cette forme-là. Donc, qui ne s'utilise pas au pinceau, mais préférentiellement à l'aérographe. Et comme elle s'utilise à l'aérographe, il faut une protection. Elle donne des résultats très décevants au pinceau. Et en dernier lieu, la peinture que l'on va utiliser, c'est la peinture 100% acrylique. Là, j'ai pris une Vallejo modèle Color. Comme je vous ai dit, elle peut s'utiliser au pinceau. Elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de toxicité. Donc, ça va être très pratique pour nous. Je vous avais présenté l'Ataka, qui était une peinture lac que l'on va pas utiliser. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces marques ne sont pas dédiées à un seul type de peinture. Alors là, vous voyez la marque Orange Line de Ataka, vous voyez, c'est une peinture lac, mais vous voyez qu'Ataka fait aussi des peintures acryliques, par exemple pour l'aérographe, et fait des peintures acryliques pour le pinceau. Idem pour la marque Umbrol, je vous avais dit qu'elle faisait de la peinture énamel, mais vous voyez qu'elle fait aussi de la peinture acrylique. La marque Tamiya, je vous avais dit qu'elle faisait des peintures acryliques à l'alcool, elles sont là,
mais elle est très diversifiée aussi puisque la marque Tamiya fait aussi de la peinture énamel et fait aussi de la peinture lac aussi bien en bombe qu'en pot. Elle fait aussi un autre type de peinture, spray for polycarbonate, c'est tout simplement une peinture spéciale pour les carrosseries des voitures radiocommandées dont la carrosserie est en lexan, c'est-à-dire en polycarbonate, c'est un autre nom, et dont la peinture effectivement doit tenir puisque les voitures radiocommandées se cognent facilement. Donc, en conclusion, voilà pourquoi on va utiliser la peinture 100% acrylique. Il y a celle-ci, Vallejo Model Color, qui est connue en France sous le nom de Prince Auguste. Mais comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres marques qui font des peintures acryliques 100% à l'eau. Mais on verra ça dans un futur tuto. Maintenant, nous allons aborder ce qu'est une peinture. Une peinture est faite de pigments qui apportent la couleur à la peinture, d'un liant. Qu'est-ce que le liant? Le liant est tout simplement de la nitrocellulose dans les peintures cellulosiques, de la résine glycérophthalique dans les peintures glycéro ou énamel, et de la résine acrylique dans les peintures à l'alcool ou à l'eau. Et on trouve aussi un solvant. Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous allez peindre? Dans la peinture, il y a le solvant dont le rôle est de diluer le liant. Une fois que vous allez peindre, le solvant va s'évaporer, ce qui va provoquer un durcissement de la peinture, c'est-à-dire que votre peinture est sèche. Et ça va former dans les peintures cellulosiques ou les lacs un réseau de nitrocellulose. Dans les peintures glycéro ou énamel, ça va former un réseau avec la résine glycérophthalique. Et dans les peintures acryliques, la résine acrylique va former un réseau de résine acrylique. Et tout ça, évidemment, avec le pigment. Donc une fois que votre peinture est sèche, tout le solvant a disparu. Il ne reste plus qu'un réseau de nitrocellulose, de résine glycérophthalique ou de résine acrylique qui contient les pigments. Donc, une peinture est composée d'un pigment, d'un liant et d'un solvant. On va mettre le pigment de côté pour le moment. On va parler des solvants. Le rôle d'un solvant, c'est de dissoudre, de dégraisser et de diluer. Mais dans la peinture, ça va plutôt avoir un rôle de diluer le liant. Alors quand le liant est nitrocellulosique, que l'on trouve dans les lacs ou dans les peintures cellulosiques, le solvant de la peinture est à base d'éthéralcool ou de cétone ou des hydrocarbures. Quand le liant est la résine glycérophthalique, comme dans les peintures glycéro ou énamel, le solvant est l'essence ou le white spirit. Et enfin, quand le liant est une résine acrylique, comme dans les peintures acryliques, le solvant peut être de l'alcool ou de l'eau. Maintenant, on peut trouver des solvants à l'état de diluant pur de peinture, c'est-à-dire sans pigment et liant. Et dans ce cas-là, on appelle ça un thinner, qui en anglais veut dire diluant. Par exemple, ici, un diluant de peinture cellulosique, lacquer thinner, qui contient plusieurs produits, dont éthéralcool, cétone, des hydrocarbures. Et pour la peinture glycéro ou énamel, le diluant pur est le white spirit, comme vous voyez ici. Donc le diluant pur ou thinner, dans les peintures cellulosiques est de l'éthéralcool, cétone et d'autres hydrocarbures. Pour les peintures glycéro ou énamel, c'est de l'essence ou du white spirit. Et pour les peintures acryliques, c'est de l'alcool et de l'eau. Bon, généralement, pour les Vallejo 100% acryliques, on utilise de l'eau. Pour les peintures Tamiya à l'alcool, les maquettistes préfèrent utiliser le thinner de la marque. Après avoir parlé des solvants, dont vous vous êtes aperçu que la frontière avec les diluants était floue, donc on peut dire solvant égale diluant, nous allons aborder la classification de ces solvants. Il y a deux types de classification. Une classification qui est peu utilisée et une classification qui est beaucoup utilisée et qui sera importante pour choisir ces masques. On va commencer par la classification qui est peu utilisée. Donc je vais en parler brièvement, tout simplement parce qu'elle existe. Dans la première classification,
on a ce qu'on appelle les solvants apolaires et les solvants polaires. Apolaire et polaire, c'est tout simplement comme un aimant où on retrouve une polarité plus et moins, où il n'y a pas de polarité. Quand il n'y a pas de polarité, on dit que c'est un solvant apolaire dans lequel on retrouve le benzène, que l'on retrouve dans les peintures glycéro ou énamel et dans les diluants énamel. Mais attention, dans le white spirit, il n'y a pas que du benzène, il y a plein d'autres molécules. Maintenant, on a les solvants polaires, c'est-à-dire qui ont une polarité plus-moins. Parmi les solvants polaires, on a les solvants aprotiques et les solvants protiques. On va commencer par le solvant aprotique. Nous voyons que l'acétone a un pôle plus et un pôle moins. L'acétone est retrouvé dans les peintures cellulosiques et dans les diluants cellulosiques. Mais là aussi, c'est comme dans le white spirit, on ne retrouve pas que de l'acétone. Maintenant, dans les solvants protiques, il y a toujours un pôle plus et un pôle moins, mais qui est plus marqué. Si on regarde l'eau, vous voyez que le pôle plus et le pôle moins est très marqué. Mais pourquoi on dit qu'ils sont protiques? Parce qu'ils peuvent se scinder en O- et en H+, c'est-à-dire que l'oxygène va se débarrasser de l'hydrogène qui va devenir un proton. C'est pour ça qu'on dit protique. Et donc, aussi bien dans l'alcool que dans l'eau, on va avoir un O- et un H+, et la polarité va être encore plus marquée. Quel est l'intérêt de cette classification? Plus on va dans ce sens, plus les solvants sont miscibles dans l'eau. Par exemple, si on essaye de mettre de l'eau pour diluer une peinture glycéro où il y a du benzène par exemple, ça va pas le faire. Tout en sachant, comme je vous ai dit, que dans les peintures aussi bien que dans les solvants pour l'énamel, il n'y a pas que du benzène. Maintenant, pour la peinture cellulosique ou les diluants cellulosiques, on a un léger pôle plus et un léger pôle moins, donc c'est à peu près miscible dans l'eau. Mais comme je vous l'ai dit, le problème est que dans les diluants cellulosiques et dans les peintures cellulosiques, il n'y a pas que de l'acétone. Par exemple, dans les diluants cellulosiques, on trouve aussi de l'éther, de l'alcool, des hydrocarbures. Donc, c'est pas la peine d'essayer de diluer les peintures cellulosiques ou lac avec de l'eau. Maintenant, dans les solvants protiques, on trouve l'alcool que l'on trouve dans les peintures acryliques Tamiya et l'eau qu'on trouve dans les peintures acryliques Vallejo. Bon, si on veut diluer de la peinture Vallejo avec de l'eau, ça y a pas de problème puisque l'eau se dilue très bien dans l'eau. Pour les peintures acryliques Tamiya à l'alcool, nous voyons qu'elles sont très polaires. Donc, on peut utiliser l'eau comme solvant théoriquement. Il y en a qui le font. Mais là, c'est pareil. Aussi bien dans la peinture acrylique à l'alcool Tamiya que dans les diluants Tamiya qu'on appelle les thinner, il y a autre chose que de l'alcool. Et c'est pour ça que si vous mettez de l'eau, certaines mettent de l'eau, ça peut marcher. Mais généralement, les maquettistes préfèrent utiliser le thinner de la marque parce qu'effectivement, il n'y a pas que de l'alcool. Donc, je vous ai expliqué la première classification, mais comme je vous l'ai dit, elle va être très peu utilisée dans le monde du bricolage et du maquettisme. Dans la deuxième classification, on a les solvants organiques et les solvants inorganiques. Ce qu'on retrouve souvent comme terme dans le monde du bricolage et du maquettisme, c'est le mot solvant organique. Ce terme est aussi important pour choisir un masque. Mais aussi bien pour les solvants organiques que pour les solvants inorganiques, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo précisément à quoi ça correspond. Les solvants organiques peuvent être divisés en solvants aromatiques et en solvants non aromatique. On retrouve souvent le terme solvant aromatique dans le monde du bricolage et du maquettisme. Mais aussi bien pour les solvants aromatiques et solvants non aromatiques, je vais vous expliquer précisément dans la suite de cette vidéo à quoi cela correspond. Que veut dire le terme organique? À la base, cela provenait de molécules provenant du monde vivant. Là, nous voyons par exemple une molécule que tout le monde connaît bien, c'est le glucose, que l'on retrouve un peu partout, dans les fruits, les pommes, le chocolat, dans plein d'aliments. Et pourquoi dit-on que c'est une molécule organique? Tout simplement, le glucose fait partie du monde vivant, puisqu'il est synthétisé par les plantes et mangé par nous. Mais la terminologie a un peu évolué, et on va dire que les molécules organiques que l'on retrouve d'ailleurs dans le monde vivant, ont tous un carbone lié à un hydrogène. Ici, il n'est pas marqué, mais c'est une simplification de la molécule.
Voilà le fameux carbone. D'ailleurs, tout le monde vivant est fait à base de carbone, que ce soit un animal ou une plante ou un champignon. Nous sommes tous faits de carbone. D'ailleurs, le pétrole est fait de carbone aussi. Mais qu'est-ce que le pétrole? Ce sont des restes d'animaux qui ne se sont pas décomposés complètement. Qu'est-ce que le charbon? Ce sont des restes de plantes qui ne se sont pas décomposés complètement. Pour le gaz, c'est pareil. Donc ça aussi, ça fait partie du monde organique et du monde de la chimie organique et du monde vivant, malgré que ce soit des animaux ou des plantes en décomposition incomplète. C'est pour ça qu'on parle du pétrole ou du charbon ou du gaz, on appelle ça des énergies fossiles, parce que cela vient du monde vivant. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que dans le monde vivant, on retrouve du carbone lié à de l'hydrogène. Par exemple, dans cette molécule de glucose qui fait partie de la famille des glucides qui composent notre corps. En aparté, cette molécule est très importante pour le cerveau humain. Quand notre organisme mange des aliments qui contiennent du glucose, 50% va au cerveau et 50 autres % va au reste de l'organisme. Sachant que le cerveau ne pèse que 1,5 kg, vous voyez que l'organisme est lourdement taxé par le cerveau. Par ailleurs, toujours en aparté, quand on a une hémorragie, une partie du sang est détournée vers le cerveau au profit d'autres organismes. Parce que le cerveau, pour faire des réactions énergétiques, a besoin de ce glucose raffiné, parce que des fois les autres organes n'utilisent pas justement ce combustible raffiné, et d'oxygène. Et à partir de là, il fait de l'énergie, ce qui est la preuve que notre unité centrale vraiment fonctionne à plein régime. Le monde vivant est aussi composé de lipides. Là, on voit un acide gras, par exemple, que l'on retrouve dans l'organisme. Et vous voyez ici, ça fait aussi partie de la chimie organique, c'est-à-dire c'est une molécule organique. Vous voyez, c'est H et H, toujours ce fameux carbone lié à un hydrogène. Donc, c'est une molécule organique qui provient du monde vivant. Ces lipides sont couramment appelés les graisses, tout simplement. L'être humain est aussi composé de protéines. Ces protéines sont elles-mêmes composées de 20 acides aminés différents. En voilà un acide aminé. Et vous voyez, nous retrouvons aussi le carbone lié à des hydrogènes. Donc, c'est une molécule organique du monde vivant. Les acides aminés composent donc les protéines. Vous les retrouvez de façon abondante, par exemple dans le blanc d'œuf ou dans la viande. Elles sont retrouvées de façon très abondante dans les muscles, mais elles sont partout. On retrouve aussi dans l'organisme 4 molécules, elles sont fondamentales, c'est l'adénine, la guanine, la cytosine et l'uracile. C'est des nucléotides. Et vous voyez que c'est aussi des molécules organiques, puisqu'on retrouve ici un carbone lié à hydrogène. Donc, c'est des molécules organiques du monde vivant. Elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles composent notre ADN. Mais par la suite, avec le progrès de la chimie, les chimistes ont réussi à fabriquer des molécules dites organiques, mais de synthèse. C'est-à-dire qu'elles ne font pas partie du monde vivant, mais le mot organique est resté. Pourquoi? Parce qu'on retrouve du carbone lié à de l'hydrogène. Et là, par exemple, vous avez une molécule tout à fait artificielle qui ne fait pas partie du monde vivant mais qui s'appelle organique parce que tout simplement elle a toujours le carbone lié à l'hydrogène, c'est le cyclohexane. Donc, on s'approche petit à petit des solvants organiques, vous commencez à comprendre ce qu'est le mot organique. Donc au départ, c'était pour le monde vivant, mais comme les chimistes par synthèse ont synthétisé des molécules comprenant du carbone lié à de l'hydrogène, le mot organique est resté. Donc voilà une molécule organique qui est le cyclohexane. Maintenant que vous savez ce que c'est le mot organique, il y a un mot que vous allez entendre souvent, c'est le solvant aromatique. Alors, cette molécule de cyclohexane, comme vous voyez, elle est dessinée sur une feuille, mais en fait, elle n'est pas plane du tout. Toutes les molécules cycliques ne sont pas forcément planes. Et par exemple, si je prends un exemple de molécule cyclique, vous voyez que dans les 3 dimensions, elle n'est pas plane, puisque ça descend, ça monte et ça descend. Donc ce n'est pas plan du tout.
Nous voyons aussi que le carbone dans le monde vivant, mais aussi bien dans le monde de la synthèse, a une particularité très importante. Il peut faire des liaisons avec 4 autres atomes. Si nous voyons par exemple ce carbone, il fait liaison avec un hydrogène, un autre carbone et un autre carbone. Donc c'est une molécule très intéressante puisqu'elle peut faire 4 liaisons. Dans le monde minéral, par exemple les roches, il y a une molécule qui est apparentée qui s'appelle le silicium et qui peut faire aussi 4 liaisons. Mais là on n'est pas dans le monde minéral, on est dans le monde organique. Mais ce qui peut se passer, c'est que le carbone, au lieu de faire 2 liaisons avec un hydrogène, peut n'en faire qu'une. Fait une liaison avec un carbone et va faire 2 liaisons avec un autre carbone. Donc si on compte le nombre de liaisons, on a 1, 2, 3, 4. Maintenant, si on voit ce carbone, il y a déjà 2 liaisons ici, une liaison là. Donc avec le carbone suivant, là, lui, il ne peut n'en faire qu'une seule. Par contre, il peut faire une liaison avec le carbone au-dessus, une liaison avec l'hydrogène et 2 liaisons avec le carbone. Donc nous allons retrouver une molécule cyclique où on a des doubles liaisons alternatives. Il faut savoir que ces liaisons entre les atomes sont dues aux électrons. Donc c'est des liaisons électroniques. Et des fois, cette double liaison va passer ici, cette double liaison va passer là, cette double liaison va passer là, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on va avoir une sorte de nuage électronique au-dessus de la molécule, mais aussi en dessous. Ce que je vais vous montrer. Là, nous retrouvons notre molécule. Le nuage électronique au-dessus, le nuage électronique en dessous. La molécule, c'est comme un morceau de viande hachée avec les 2 morceaux de pain. Donc vous avez une sorte de burger, mais un burger électronique. Donc je reviens à cette molécule. Elle porte un nom, cette molécule que vous devez sûrement connaître et que vous allez apprendre à connaître, c'est le benzène. Et ce benzène, contrairement au cyclohexane, le nuage électronique va aplatir cette molécule. Donc cette molécule est bien plate. Au contraire du cyclohexane qui n'est pas plat du tout. Donc cette molécule qui est plane avec des doubles liaisons alternées donne ce qu'on appelle un cycle aromatique. Et c'est pour ça que vous allez entendre parler de solvants organiques parce qu'il y a des carbones liés à des hydrogènes, mais aromatiques parce qu'on va retrouver ce cycle avec des doubles liaisons alternées. Donc maintenant vous savez pourquoi vous entendez parler de solvants organiques, et parmi les solvants organiques on trouve des solvants aromatiques comme le benzène. Ces molécules sont appelées aromatiques parce qu'initialement elles avaient un certain arôme. Mais par la suite on a découvert qu'il y avait d'autres molécules de type différent qui avaient aussi un certain arôme. Mais le mot aromatique pour ce type de cycle, comme le benzène, est resté. Maintenant, je vais parler des solvants des peintures. Tout à l'heure, je vous avais présenté la peinture Enamel, qui est par exemple fabriquée par Umbrol, dont le solvant est le white spirit. Et que trouve-t-on dans le white spirit? Du benzène. Vous reconnaissez la molécule du benzène. Là, elle a été extrêmement simplifiée. J'ai rajouté les carbones et les hydrogènes. Alors, non seulement c'est un solvant organique, mais c'est aussi un solvant aromatique. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans le white spirit, qui est le solvant de l'Enamel? On retrouve du toluène, qui est aussi un solvant organique, mais un solvant aussi aromatique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le white spirit encore? On va retrouver de l'éthylbenzène, qui est aussi un solvant organique, mais aussi un solvant aromatique. On peut retrouver aussi dans le white spirit du xylène, mais il y en a vraiment beaucoup. Ce que je vous dis n'est pas exhaustif. Donc, dans le white spirit, qu'on appelle aussi le naphtalour, on retrouve plusieurs molécules, le xylène, le toluène, l'éthylbenzène et le benzène. Je vais reprendre ma molécule de benzène qui était mieux dessinée. Et quand vous achetez du white spirit pour diluer la peinture Enamel, parce que les solvants servent à diluer, mais on doit retrouver ces mêmes solvants dans la peinture Enamel normalement. Quand vous achetez du white spirit en magasin de bricolage, vous trouvez du white spirit normal et du white spirit désaromatisé. Ce n'est pas un white spirit dont on a enlevé l'arôme. Le white spirit normal, il y a à peu près entre 20 et 25% de benzène. Et le white spirit désaromatisé, il n'y a plus que 5% de benzène. Donc, il y a moins de cycles aromatiques tout simplement. Mais est-ce que c'est désaromatisé complètement comme il y a tellement d'autres molécules? Mais au moins, il y a moins de benzène. Alors le benzène, j'ai parlé du white spirit. Donc le benzène fait partie des solvants organiques. Et avant, on l'utilisait beaucoup pour les peintures, pour les peintres en bâtiment. Et malheureusement, on s'est aperçu que pour les peintres en bâtiment qui faisaient
faisait de la peinture depuis longtemps, une trentaine d'années, cette molécule de benzène donnait des leucémies. Et comment elle donnait des leucémies? On voit quand même qu'elle se rapproche beaucoup des molécules composant l'ADN. Peut-être qu'il y a des substitutions ou des cassures qui fait que l'ADN est altéré et cela va donner des leucémies, qui est une forme de cancer du sang. Donc, White Spirit, solvant organique, Enamel contient des solvants organiques, donc il faut s'en protéger avec un masque, cabine à peinture, cabine d'aspiration, haute. Voilà pour ce qui est des solvants de la peinture Enamel et de la peinture Enamel elle-même. Il s'agit bien de solvants organiques aromatiques. Tout comme la peinture Enamel, dans les peintures cellulosiques, on trouve aussi des solvants organiques. Il y a par exemple des cétones. Comme vous voyez ici, on a un carbone lié à des hydrogènes et ici un carbone lié à des hydrogènes. Donc c'est bien un solvant organique. Par contre, il n'y a pas de cycle aromatique, donc c'est un solvant organique non aromatique. Cette molécule est une cétone. D'ailleurs, elle se reconnaît facilement parce que comme je vous l'ai dit, le carbone peut faire 4 liaisons. Donc on a 2 liaisons vers l'oxygène, une liaison vers un carbone et une liaison vers un carbone. Donc il y a bien 4 liaisons, et quand un carbone a 2 liaisons vers un oxygène et les 2 autres liaisons vers des carbones, on a affaire à une cétone. Donc que l'on retrouve dans les solvants ou les diluants cellulosiques. Dans les diluants ou solvants cellulosiques, on trouve aussi un autre solvant organique non aromatique, ce sont les éthers. L'éther se reconnaît très facilement, c'est tout simplement que l'oxygène, lui, au contraire du carbone, peut faire que 2 liaisons, et quand ces 2 liaisons sont liées à des carbones, on a affaire à un éther. Donc cette molécule est aussi retrouvée dans les peintures ou les diluants cellulosiques. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'un solvant servait à diluer, ce que l'on appelle thinner en langage de maquettiste, servait à dissoudre, servait à dégraisser, et voilà un produit pharmaceutique qui contient de l'éther. Son rôle, quand les pansements qu'appliquent certaines infirmières sont importants et qu'il reste de l'adhésif, elles utilisent de l'éther et dans ce cas-là, l'éther dissout ce qui reste des pansements adhésifs. Bien évidemment, dans les peintures cellulosiques, on n'a pas que des cétones, que des éthers, on a aussi des hydrocarbures, donc il y a plein d'autres molécules. Mais là, je vous ai présenté 2 molécules que contiennent les solvants des peintures cellulosiques qui sont non aromatiques. Bien évidemment, comme les solvants ou les diluants Enamel, les solvants et les diluants des peintures cellulosiques ont une certaine toxicité, comme l'éther ou l'acétone. Et donc là aussi, il va falloir porter un masque de protection et une cabine de peinture ou travailler dehors. Maintenant, un autre solvant. Vous voyez que c'est un solvant organique, il y a des carbones qui sont liés à des hydrogènes, mais vous voyez aussi que ce n'est pas un solvant aromatique. Ce solvant est très simple, c'est l'alcool. L'alcool qu'on trouve dans les peintures Tamiya, mais comme je vous ai dit, les peintures Tamiya sont des acryliques à l'alcool, et la peinture au pinceau donne des résultats décevants, donc cela s'applique à l'aérographe. Donc, même si l'alcool est un peu moins nocif, il faut quand même s'en protéger, car il y a des vapeurs d'alcool, et en plus on utilise l'aérographe, donc là c'est pareil, cabine de peinture, masque. Donc on a le cas, pour la peinture Tamiya, d'un solvant organique non aromatique. Là, je vous présente une molécule qui manifestement n'est pas organique, car vous voyez, il n'y a pas de carbone, il y a un oxygène lié à 2 hydrogènes. Donc c'est un solvant inorganique. Oxygène, 2 hydrogènes, H2O. C'est tout simplement l'eau, le solvant de la peinture Vallejo, qui n'est absolument pas toxique. C'est pour ça que j'ai choisi la peinture Vallejo pour notre première maquette. Dans la prochaine vidéo, on abordera les liants, les apprêts et les vernis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Res Model. Je fais une vidéo par semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.